Il est 10h sur Radio JM. La grande matinale, ça commence maintenant. Bonjour à tous, il est 10h passé de 6 minutes et vous êtes sur Radio JM pour 2 heures de direct. Bienvenue dans la grande matinale de Radio JM. Je suis ravie de vous retrouver tous les lundis de 10h à midi sur le 90.5 en direct depuis nos studios et bien sûr sur nos réseaux sociaux avec un beau programme. Tout de suite le jingle avec notre belle Noah à la technique. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? C'est le programme de la grande matinale Radio JM. On commence le programme par la météo. Aujourd'hui sur Marseille, je vous l'annonçais ce matin dans le flash d'information. Il fait 11 degrés ce matin et jusqu'à 16 degrés cet après-midi. J'aurai le plaisir de recevoir ce matin de prestigieux invités comme chaque lundi. Maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, nous racontera son expérience avec le mari de Gisèle Pellicot, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale dans le procès de Mazan. Nous la recevrons pour son livre Défendre l'indéfendable, écrit en collaboration avec Daniel Prieur aux éditions Mareuil. Dans le volet communautaire, nous recevrons tout à l'heure Lionel Stora, le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, qui viendra nous parler avec sa déléguée régionale Elsa Charbit du Radioton, le Radioton qui sera lancé ce dimanche à l'antenne de Radio JM pour le démarrage de la campagne de la Tzedaka. Notre invité politique sera Romain Cimarano, porte-parole de la campagne de Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille. Ce sera face à Elsa Charbit à 11h. Anne-Marie Pérez viendra nous parler du séminaire du CDHA, le Centre de documentation historique sur l'Algérie, qui a lieu ce week-end. Enfin, Michael Dian, le directeur du festival de Chaillol, évoquera avec nous Noces Yiddish, qui se jouera au Conservatoire de musique à Marseille. Vous sera présentée l'actualité communautaire de la semaine avec Noah, la chronique littéraire d'Elsa et bien sûr, la chronique culinaire de Sacha viendra conclure, comme toujours, cette matinale. La grande matinale de Radio JM, c'est tout de suite jusqu'à midi. Vous écoutez la grande matinale Radio JM en direct tous les lundis sur le 90.5. Nous sommes le lundi 10 novembre et nous démarrons cette matinale en recevant Maître Béatrice Zavaro. Bonjour. Bonjour madame. Béatrice Zavaro, vous venez nous parler de votre livre Défendre l'indéfendable, écrit en collaboration avec Daniel Prieur et publié chez Mareuil Éditions. Vous avez été sous le feu des projecteurs il y a quelques mois dans l'affaire dite des viols de Mazan, où vous avez défendu Dominique Pellicot, condamné pour avoir drogué sa femme, Gisèle Pellicot, à son insu, pour la soumettre à d'autres hommes pendant qu'elle dormait. La presse vous a surnommé l'avocate du diable. Avant de rentrer dans les détails de votre livre, j'aimerais savoir comment avez-vous vécu, en tant que femme, en tant qu'avocate, cette période particulièrement exposée de votre vie lors de ce procès au retentissant mondial ? Je l'ai vécu comme quelque chose de très très nouveau, dans la mesure où je suis sortie par ce procès de mon anonymat, bien qu'ayant prêté serment en 1996, il n'en demeure pas moins que j'avais eu quelques épisodes de quelques procès assez médiatisés, je pense surtout à l'affaire Elf avec Sophie Beauté, mais j'étais dans les années 2000 et 2001, et donc j'étais encore nouvellement au barreau de Marseille, et puis d'un coup, le 2 septembre 24, le monde entier nous a regardés et a mis en exergue la défense que j'avais aux côtés de Dominique Pellicot. Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme un épisode très singulier, je l'ai vécu comme quelque chose d'à part entière. Je crois que chacun des protagonistes de ce dossier a considéré que c'était l'épisode de leur vie, pas seulement le mien, mais je crois que chacun d'entre nous, aussi bien avocat, même je pense certains membres de la cour criminelle, enfin, c'était quelque chose d'assez symbolique en soi et surtout tellement à part entière, tellement nouveau et surtout comment dire, individuel et puis, pardon, je trouve pas mes mots, mais quelque chose de très très isolé et très très nouveau en tout cas dans le schéma du procès, dans les rôles de chacun, dans les bouleversements des rôles effectivement de chacun. Enfin voilà, chacun devenait l'accusateur de l'autre et puis Dominique Pellicot était accusé par les autres accusés, Dominique Pellicot accusait les autres accusés et puis au milieu il y avait la partie civile qui devait trouver son chemin et la cour qui essaie d'arbitrer un peu tout ceci. Donc effectivement, c'était assez compliqué. Dès le début de votre livre, vous parlez de vos ambitions, de comment finalement vous êtes devenue avocate, malgré les réticences de votre papa qui aurait préféré, je crois, que vous deveniez magistrate. Exactement. Vous donnez des éléments assez personnels sur votre parcours pour finalement tenter de faire comprendre au lecteur pourquoi vous aimez défendre des gens qui paraissent
indéfendable? Parce que c'est l'essence du métier. Parce que on n'a pas volé notre profession. C'est une profession qui est depuis l'Antiquité, qui existe et qui a le mérite d'exister, et qui est un rempart contre l'arbitraire, qui est un rempart contre l'injustice, peut-être. Et c'est surtout parce que c'est le symbole de l'état de droit et de la justice équitable, et que un homme doit être défendu. Je dis bien l'homme, pas le crime, parce qu'il a pas ce qu'il a commis, mais ce qu'il est en tant que tel, parce que je dis que chacun d'entre nous n'est pas à l'abri d'un parcours délinquantiel, et que on doit avoir la possibilité d'être entendu, d'être écouté et d'être compris par nos juges. C'est important. Mais alors comment justement travailler autour de l'indéfendable? Comment trouver les arguments auprès d'accusés dont tout semble accabler? Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que si le titre du livre est « Défendre l'indéfendable », vous aurez noté que l'indéfendable est en italique sur la couverture, et que c'est un mot qui est l'expression de la vox populi, mais qui n'était certainement pas le mien, puisque je pars du principe effectivement que rien n'est indéfendable. Comment trouver les mots? D'abord, il faut connaître l'individu, il faut connaître sa personnalité, il faut être là avec lui souvent, régulièrement. Je suis, au moment où on se parle, je suis à peu près à 110 visites avec Monsieur Pellico au sein de la détention. J'ai énormément parlé avec lui, j'ai essayé de comprendre son vécu, son passé, son enfance, et Dieu sait qu'elle n'est pas simple. J'ai essayé de circonscrire les éléments de sa personnalité, et puis tout ce qu'il a subi, les traumas vécus, et ce qui peut-être explique le présent de cet homme. Et voilà, c'était l'essence de ma fonction dans ce procès, dans la mesure où, je le dis assez souvent, mais il est nécessaire de le rappeler, nous étions dans un schéma de reconnaissance des faits. Donc la matérialité des faits, on n'avait pas besoin de l'expliquer, on ne la contestait pas, au contraire de tous les autres accusés, enfin de la plupart d'entre eux d'ailleurs. Donc moi j'étais là pour expliquer le passage à l'acte, pas le justifier, mais au moins l'expliquer. Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Est-ce que vous vous êtes dit, je rentre dans une affaire qui va avoir un retentissement mondial? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je me retire, c'est trop pour moi, en tant qu'être humain, finalement, d'acquérir toutes ces informations, ces heures passées avec cet homme? Déjà, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvée son avocate, et est-ce qu'à un moment donné, durant toute l'affaire, vous n'avez pas douté et potentiellement eu l'envie de le quitter? Je rencontre, d'abord, j'ai jamais eu l'envie de le quitter, assurément. Je crois qu'on quitte un client quand il y a plus de confiance réciproque et mutuelle entre l'avocat et lui. Mais je le rencontre très simplement parce que mon nom lui est donné par un détenu sur la cour de promenade de l'établissement où il séjourne à ce moment-là. Et puis, comme une désignation classique, on rencontre l'individu, ça match ou ça match pas. Le contact se fait ou ne se fait pas. Il peut y avoir dès le premier rendez-vous un sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'on fera pas équipe avec le client, et donc il vaut mieux se déporter. Mais là, ça a matché, on a discuté, et puis il m'a demandé que je lui accorde ma confiance, et réciproquement, et on a avancé. Maintenant, je rencontre un Dominique Pellico qui n'est pas Dominique Pellico quand je le rencontre, c'est-à-dire que on n'est pas du tout, on est loin de s'imaginer ce qu'on va vivre pendant 3 mois et demi, de septembre à décembre 24. On est comme un dossier classique, une désignation classique. Alors certes, les faits sont lourds, les faits sont compliqués à appréhender parce qu'il s'agit de son épouse, parce qu'il y a 50 ans de vie commune, parce qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse se passer. Mais pour autant, c'est là, et il va falloir gérer il va falloir gérer ces faits-là. Donc, pour répondre à votre question, de savoir est-ce qu'à un moment donné j'ai douté? Oui. À un moment donné, j'ai douté, mais j'ai douté quand je suis dans le feu de l'action, quoi. C'est-à-dire que toute l'instruction se passe à la discrétion des médias. Il n'y a pas d'instruction d'aval ou jubilaire, c'est-à-dire que la presse s'intéresse pas trop à Dominique Pellico. Pendant 3 ans et demi d'instruction, je reçois quelques demandes d'interview, mais tellement dérisoire, enfin le nombre est dérisoire, donc c'est vraiment anecdotique. Donc je suis à l'abri de tout ça, et puis en revanche, la première semaine, je rentre chez moi en rentrant d'Avignon le premier week-end, et là je me dis non, ça va pas du tout le faire, c'est too much, et j'ai effectivement un grand moment de désarroi.
Et puis je suis boostée par mon mari et mon fils qui me disent ça fait 1 an et demi que tu bosses ce dossier, donc il n'y a aucune raison que tu t'en sortes pas. Donc tu vas remonter la pente et tu vas y aller. Et puis après, j'ai mon fils qui s'appelle Samuel qui me dit tu devrais regarder Inostakaisen, la montée de l'Everest, et ça devrait te motiver. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2 heures de mon temps et j'ai regardé ce magnifique documentaire qui m'a donné un élan de motivation terrible et qui m'a remobilisée. Le fait que vous soyez une femme avocate de Dominique Pellicot, ça n'est pas anodin, j'imagine. C'était important aussi pour l'image de ce procès. Alors évidemment, quand vous avez pris l'affaire, vous ne pensiez pas avoir une telle attraction médiatique autour de cette affaire. Mais le fait que ce soit une femme qui le représente, est-ce que ça compte finalement ? Je suis pas certaine. Alors, j'y vais avec ma sensibilité de femme, j'y vais avec mon vocabulaire de femme, avec ma carrure de femme, avec ma voix de femme, mais j'y vais pas en tant que femme, j'y vais en tant qu'avocat. Et puis, à cette question qui m'a été posée, vous l'imaginez bien, j'ai toujours dit, demandez à Madame Pellicot les raisons pour lesquelles elle a choisi 2 hommes. Et puis il y a eu cet effet contrebalancier, on va dire, 2 hommes d'un côté pour une femme pour un homme de l'autre. Ça a équilibré les choses, ni plus ni moins. Ça a peut-être respecté la parité, sait-on jamais. Mais quoi qu'il en soit, non, j'y suis allée en tant qu'avocat. Et je crois que quand il me désigne parce que mon nom lui est donné en tant qu'avocat. Il ne voit pas la femme. Et puis, je peux vous assurer que les discussions qu'on a eues, et puis sur toute la préparation de ce dossier, Monsieur Pellicot, il n'a pas vu une femme face à lui. Il a vu celui ou celle qui le défendait, mais sans regarder son genre, parce que il s'est pas interdit de dire ce qu'il pensait, il ne s'est pas interdit à employer certains mots qui auraient pu peut-être me brusquer, me heurter, et on a eu un échange très libre et très ouvert et sans tabou. Et donc ma qualité de femme n'a pas du tout influencé notre relation professionnelle. Est-ce que vous vous êtes entretenue après le procès avec Gisèle Pellicot ? Pas du tout. Ou même avant l'affaire, à un moment donné, est-ce que vous vous êtes retrouvée de femme à femme ? Est-ce que ça a été possible ? Le seul moment où je me retrouve de femme à femme avec elle, c'est le 2 septembre 2024, quand il y a l'effervescence du premier jour. Elle arrive bien évidemment entourée de ses enfants, de jeunes femmes du pôle des victimes, d'assistance aux victimes, et puis ses avocats. Donc je la laisse installer, la presse est là, les médias sont là, tout le monde la regarde, l'examine, la scrute. Et puis je m'approche. Et je lui dis, écoutez, on va vivre, entre guillemets, 3 mois et demi ensemble. Donc je pense qu'il est de bonne courtoisie, de bonne politesse et bonne intelligence que je vous serre la main, que je me présente à vous et que je vous dis simplement, je suis Béatrice Avaro, je suis l'avocate de votre ex-mari, puisqu'à l'époque le divorce était prononcé. Donc voilà. Et nous nous sommes serrés la main, nous avons une poignée de main franche, ferme. Voilà, il fallait que je le fasse. Pour moi, c'était important. Bien sûr, ça avait été très mal interprété par certains de mes pairs, mais pour autant, pour moi, c'était important de le faire. Comment avez-vous digéré ce procès des viols de Mazan ? Aujourd'hui, on est quelques mois après. Vous avez sorti ce livre en collaboration, je le rappelle, avec Daniel Prieur, Défendre l'indéfendable chez Mareuil. Comment vous, en tant que femme, en tant qu'avocate, je le répète, vous avez digéré ces longs mois, finalement, de procès ? On les digère pas tout à fait parce que ça fait toujours partie de son quotidien, c'est toujours là. Et puis il y a votre invitation de ce jour, mais avant ça, sur toute l'année 2025, j'ai eu des sollicitations pour des conférences, des retours sur expérience, pour parler de ce que j'ai vécu pendant 3 mois et demi, de la défense que j'ai eue, comment je l'ai abordée, comment je l'avais planifié, envisagé, élaboré. Et puis on n'en sort pas parce que d'abord le dossier Pellicot reste entier dans le sens où il y a d'autres affaires qui nous occupent dans le pôle Cold Case de Nanterre. Après, mon corps a été victime de ces 3 mois et demi, dans le sens où pendant 3 mois et demi, il m'a soutenu. Pendant l'instruction, j'ai eu des fractures de vertèbres avec un port de corset pendant sensiblement 10 mois. Et puis pendant 3 mois et demi, miraculeusement, tout allait bien. Je marchais énormément, j'allais, je venais, etc. J'ai eu aucune difficulté. Et le soir du verdict, mon cher Do m'a dit je t'ai soutenu pendant 3 mois et demi, maintenant tu vas repenser à moi. Et puis une petite pointe dans le dos et à nouveau un petit peu de corset, un petit peu de traitement, voilà. Donc le corps a vraiment somatisé.
Et puis après, voilà. Sur le plan personnel, c'était ça. Sur le plan professionnel, une activité qui est la même, un petit virage qui s'amorce aujourd'hui au bout d'un an, avec une activité qui change un peu, mais une vie professionnelle surtout qui est plus riche parce que faite d'un agenda plus rempli, d'invitations à des conférences, à des assises. Vous êtes plus sollicité, j'imagine. Je suis plus sollicitée, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec Dominique Pellicot ? Bien sûr, plus que jamais. Comment va-t-il ? Comment se passe sa détention ? Elle se passe comme un homme qui est à l'isolement. C'est pas une plainte, c'est juste une constatation et un fait très objectif à l'isolement. Donc isolement sans visite, si ce n'est la mienne. Sans promenade particulière, beaucoup d'écriture, beaucoup de lecture. Il essaie de s'évader comme ça, Dominique Pellicot, avec un état de santé qui se dégrade quelque peu, parce qu'il va faire 73 ans dans quelques jours, et voilà, et puis très compliqué de se projeter sur un avenir dans ces conditions-là, donc avec tout ce que le tout un chacun pourrait ressentir dans un moment pareil. Merci beaucoup, Maître Béatrice Zavarro, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio JM pour nous parler de votre livre « Défendre l'indéfendable » aux éditions Mareuil. C'est un récit passionnant parce qu'on part finalement de votre histoire, finalement du processus qui vous a permis de devenir avocate jusqu'à cette affaire retentissante dont on a tous entendu parler, l'affaire du procès de Mazan, qui s'est finie, comme je l'ai dit, avec une condamnation de 20 ans de réclusion criminelle à perpétuité. Merci à vous. 20 ans de réclusion criminelle, pas à perpétuité. Pas à perpétuité. Pardonnez-moi. C'est bien de le rappeler, il faut être précis. Exactement. Je suis avec une avocate et c'est important de le rappeler. Merci à vous et Merci à très bientôt. Merci à vous. Une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Restez branchés, la grande matinale Radio JM continue sur le 90.5. C'est désormais l'heure de l'agenda communautaire signé Noah Stora. Jingle. Vous voulez tout savoir sur les événements communautaires? Ouvrez vos agendas. C'est maintenant avec Noah. Bonjour à toutes et à tous. Voici les prochains rendez-vous de la vie communautaire. Cette semaine, entre solidarité, études, jeunesse et voyages spirituels, la vie communautaire marseillaise ne manque pas de belles initiatives. Le FSJU Marseille-Provence vous convie ce dimanche 16 novembre au Tzedaka Comedy Club, un événement qui mêle rire et générosité au profit de la campagne nationale de la Tzedaka. Le premier créneau affiche déjà complet, mais bonne nouvelle, il reste encore quelques places pour la deuxième séance à 20h. Un plateau d'humoristes explosifs, une ambiance festive et de belles causes à soutenir, tout est réuni pour une soirée inoubliable. Les places partent vite, alors n'attendez pas, réservez dès maintenant sur www.billetweb.fr/Tzedaka Comédie. Et pour les amateurs d'études et de réflexion, les institutions Pinto Hors David Marseille vous proposent le chiour du mercredi soir, réservé aux hommes avec le Rav Benzaken. Chaque semaine, il aborde la thématique Pensée juive, un moment d'apprentissage et d'inspiration à ne pas manquer. Rendez-vous de 20h à 21h au 124 rue du Commandant Roland dans le 8e arrondissement de Marseille. Côté jeunesse, un rendez-vous incontournable approche. Le bac bleu-blanc revient cette année avec pour thème conjuguer Israël au passé, au présent et au futur. Une expérience unique pour vivre Israël autrement, aux côtés de plus de 1000 élèves de terminale venus de toute la France. Tu étudies dans une école qui ne participe pas au bac bleu-blanc? Pas de souci, rejoins le groupe Yachad du 17 au 26 décembre 2025, participation aux frais 1575 €, et pour tout renseignement et inscription, contactez aurelieg@israelexperience.org. Et pour les femmes en quête d'un voyage spirituel inoubliable, les Nechel Rabat de Vincennes et Marseille 13 organisent un voyage des femmes chez le Rabbi du 20 au 25 janvier 2026 en présence du Rav Tayeb, Chaliard de Vincennes et Mandé. Au programme, visite de l'OL du Rabbi, cours du Rav, sans oublier Manhattan, le Summit, Times Square, le shopping et bien d'autres surprises. Le tarif est de 930 € hors vol, comprenant l'hôtel, les cours, les transports, le brunch chaque matin, les activités et un Shabbat en pension complète. Oui, les dates paraissent encore lointaines, mais elles arriveront très vite et surtout les places partent très vite. Pour plus de renseignements, contactez Mazal Bitoun au 06 95 51 59 16.
Voilà pour les rendez-vous à venir. Alors à vos agendas et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres événements communautaires. Merci beaucoup Noah, c'est désormais l'heure du flash d'information locale. On se retrouve tout de suite après avec Lionel Stora et Elsa Charbit pour nous parler du lancement de la Tzedaka. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Nous sommes de retour dans la grande matinale de Radio JM et on poursuit notre belle matinée avec le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, Lionel Stora. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour. Et la déléguée régionale évidemment du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour Laura. Alors Lionel Stora, vous êtes président, on le rappelle, mais vous êtes aussi présidente de la campagne nationale de la Tzedaka cette année. Alors évidemment, on va parler de ce lancement en grande pompe ce dimanche, le Radioton qui va être lancé par vous, Elsa Charbit, à l'antenne de Radio JM. On va d'abord résumer en quelques mots l'importance de la Tzedaka, Lionel Stora. En quoi consiste cette campagne de collecte? Alors cette campagne, c'est un rendez-vous national du 15 novembre au 15 décembre qui a lieu chaque année et c'est le rendez-vous incontournable pour être certain d'arriver à assumer tous les besoins qui sont de plus en plus importants, vous le savez, pour accompagner les gens, pour faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls, pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent se loger, pour que les gens puissent se reconstruire, pour que les gens qui sont victimes de handicap puissent se loger, voilà. Toutes les actions en fait sociales que le FSJU fait chaque année. Alors on va parler chiffres de manière très concrète, Elsa Charbit. On vous sait très active dans le sud autour de la campagne de la Tzedaka et de la récolte. Combien avez-vous récolté l'an passé et quel est votre objectif cette année? Alors l'objectif c'est toujours mieux. Évidemment. Ça sera notre leitmotiv, évidemment. La campagne de la Tzedaka, ici, sur notre territoire, on a ramassé l'an dernier un peu plus de 170 000 euros en un mois. Cette année, on vise les 200 000 euros parce que, non pas pour faire une compétition, hein, le but, c'est de pouvoir faire face à la terrible demande que l'on a en face, de plus en plus de pauvreté, on le sait, sur l'ensemble de ce territoire qui concerne tout le monde, et évidemment la communauté juive. Et c'est véritablement pour répondre à tous ces besoins, aider nos écoles en priorité, vous le savez, aider les lieux, les sites, nos associations fédérées, voilà, être là pour maintenir ce tissu associatif de la communauté juive de Marseille et du territoire régional. Lionel Stora, Elsa vient de le dire, on n'en parle pas assez, mais il y a énormément de familles dans le sud de la France qui a besoin de cet argent concrètement au quotidien pour payer des cantines, pour aller faire des courses, pour manger de la viande. Les besoins sont quand même très très importants. Ces 2 dernières années, le Fonds social juif unifié a énormément récolté d'argent pour Israël, évidemment, depuis le 7 octobre, parce que les besoins sur place étaient colossaux. Mais finalement, on doit rappeler que vous avez aussi un rôle ici en France, et particulièrement dans notre territoire. J'aimerais connaître les zones de dépenses qui vous sont le plus demandées, et quels sont les profils des personnes qui vous sollicitent au quotidien. Alors il y a énormément de sujets dans ce que vous abordez. On va repartir des chiffres parce que je pense que c'est ce qui peut fixer les idées. Elsa a parlé d'un chiffre, d'un montant en euros. On va resituer les choses. En France, on a 14,8% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et la communauté juive n'est pas épargnée, bien entendu. À Marseille, dans notre région, mais en particulier à Marseille, on a 25,1% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire une personne sur 4. Ces chiffres sont transposables, bien entendu, à la communauté juive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'échelle nationale, il y a une personne, un jeune sur 4, à l'échelle nationale, un jeune sur 4, qui n'arrive pas à faire 3 repas chauds chaque jour. D'accord ? Donc si vous transposez ça à l'échelle régionale, vous vous rendez compte que c'est encore plus important, puisque nous, là où il y a 14,8 personnes de personnes en situation précaire, nous on est à 25%. Donc c'est énorme. 25% sur la région sud. Sur la région, ça veut dire que nous, c'est un quart des gens qui sont en situation précaire. Donc là où, à l'échelle nationale, il y a un quart des enfants qui ne peuvent pas faire 3 repas chauds, ben, sur Marseille, ça va être beaucoup plus qu'un quart. Donc ça fixe les idées, si vous voulez. Donc déjà, cet argent va servir à faire en sorte que chaque enfant puisse manger, avoir au moins un repas chaud par jour. Au moins un repas chaud par jour. Si nous ne sommes pas là,
Si nos donateurs ne sont pas là pour nous soutenir, nous ne pouvons pas garantir cela, ce qui serait une catastrophe. D'accord ? Donc ça répond déjà à la question. Maintenant, vous parliez du profil, Laura. Les profils sont extrêmement variés. Ce peut être des femmes seules, ce peut être des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts parce qu'elles sont en chômage, parce que ne gagnant pas assez, qui n'arrivent pas à se chauffer, qui n'arrivent pas à se loger. Et puis, il y a chaque année, malheureusement, de nouveaux profils. Il y a énormément de jeunes, un tiers des jeunes avouent être quasiment en détresse. Vous savez, il y a des gens qui sont sur une ligne de crête, comme on dit maintenant, c'est l'expression à la mode, mais cette ligne de crête, elle est de plus en plus fine, et depuis le Covid, c'est certain, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens qui ont basculé. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations extrêmement compliquées. Donc en fait, si on résume, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut construire. Il faut construire pour pouvoir apporter des repas à chacun. Il faut abriter les gens qui sont en situation de détresse. Il faut soutenir les gens qui sont en situation de handicap, il faut soutenir les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis il faut accompagner. Et c'est ce qu'on fait en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on collecte de l'argent qui est intégralement reversé. Il faut bien comprendre que l'argent qu'on collecte pendant ce mois de Tzedaka, c'est pour ça qu'on demande à la communauté d'être solidaire, d'éviter de s'éparpiller pendant ces mois-ci. Toutes les causes sont louables, hein, attention. Évidemment. Et il faut participer à tout ce qu'on peut, partout où on peut aller, il faut aller. Mais pendant ce mois-ci, on collecte de l'argent qui va être directement reversé. Il n'y a aucun frais. Évidemment, ça suffit pas, hein. Parce qu'on parlait juste des bourses cantines, on distribue plus de 400 000 euros de bourses cantines par an, donc les 200 000 euros qu'on pourrait ne vont pas suffire. C'est ça aussi qu'il veut dire. Et nous ne sommes pas opérateurs, nous sommes là pour soutenir les associations, alors le tissu associatif. Voilà, c'est important de rappeler que vous travaillez en coordination avec beaucoup d'organismes au sein de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Bien sûr. Et pourquoi pas aussi nous expliquer de manière très concrète, pour que les auditeurs nous comprennent un petit peu l'importance de cette campagne, qui vous sollicite, pour quels besoins, pour quel profil ? Voilà. En fait, nous fédérons des associations. Alors, pour citer celles que vous connaissez, par exemple, de niveau social, il y a le CASIM, la coopération féminine, voilà, pour en citer quelques-uns, mais on soutient toutes les écoles juives, qui sont 15 sur ce territoire. Et ce qu'on s'efforce de dire avec Lionel et que Lionel incarne, c'est que nous sommes là pour accompagner, pour amener notre expertise, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans leur travail de tous les jours, ces associations fédérées, et celles qui ne sont pas fédérées, quand elles s'adressent à nous, on le fait également. On est là pour collecter et leur redistribuer. Et c'est ça qui est important. Nous ne sommes pas des opérateurs, nous sommes là pour maintenir ce tissu associatif. Vous êtes un petit peu la caisse de tout le monde et vous distribuez. Et ça va plus loin. Ça va plus loin parce que Elsa l'a très bien dit, ça ne suffit pas. Ça veut dire que le national abonde pour pouvoir faire face aux besoins. Et puis on a une expertise qu'Elsa a évoquée qu'il faut rappeler en permanence, c'est que notre statut, notre label IDEAS et notre expertise nous permettent de multiplier le don jusqu'à 7 fois sa valeur. C'est-à-dire qu'on a la connaissance de mécanismes tout à fait vertueux qu'on peut mobiliser. Quand quelqu'un donne 1 euro, 7 euros selon l'action sur laquelle on va le router, on va pouvoir le multiplier par 7. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'experts. On parlait du CASIM, il y a Beyahad pour le handicap, on va pas toutes les citer, mais en fait, c'est ça. C'est le fait de fédérer toutes les forces vives, de les conjuguer pour qu'elles soient plus fortes, pour qu'on puisse collecter plus, pour qu'on puisse collecter mieux et pour qu'on puisse distribuer plus, puisque le seul but, c'est ça. Et le but, c'est que il y a de moins en moins de gens sur le bord de la route. Alors évidemment, dans le cadre de ce mois de collecte, vous organisez de nombreux événements au Fonds social juif unifié Marseille-Provence pour justement attirer des nouvelles cibles. Vous faites un comédie club, peut-être pour attirer les jeunes. Expliquez-nous un petit peu le planning sur ce prochain mois. Très rapidement, le rendez-vous commence dimanche prochain le 16. On a 3 jours qui sont l'action don. Tous les dons que vous ferez seront automatiquement doublés puisqu'on a la chance d'avoir des sponsors pour le faire. Hein. Ça s'invente pas cet argent, vous vous en doutez. Donc ça, à partir de dimanche, je donnerai le départ avec Lionel et avec Laurent Cohen, qui est le président de la Tzedaka locale. Qu'on remercie d'ailleurs. On remercie vivement, puisqu'il sera là toute la matinée à mes côtés pour ce radioton. Où à partir de 10h. À 10h, où on va donner en fait le lancement de ces 3 jours de collecte et où nos ambassadeurs nous accompagnent, on les en remercie. Voilà, ça c'est très important. Et dès le dimanche soir, on a un premier événement qui est le Tzedaka Comedy Club. Michel Boujna nous fera le plaisir d'être là. On a un magnifique plateau. Donc inscrivez-vous, il reste
Pas beaucoup de place, mais on va vous mettre tous les liens pour que vous les ayez. Je compte bien évidemment sur vous pour relayer ces liens. Voilà, ça c'est le premier rendez-vous. On a ensuite le vin, le prix Alfred Nakache qu'on remet avec le département et le cercle des nageurs depuis, c'est la 4e année. Donc ça, là aussi, il y a un déjeuner. Vous pouvez être à nos côtés pour ce déjeuner solidaire qui se passe au cercle des nageurs. Vous pouvez vous inscrire. Le 25, on a la chance de recevoir Denis Oliven pour son nouveau livre, Le dictionnaire amoureux des Juifs de France. Ça aussi, c'est un moment un peu intimiste. Je pense que ça vaut véritablement la peine, c'est un personnage fabuleux, vous pouvez vous inscrire, il reste aussi des places. Ensuite, nous avons le 25 rappelons novembre. peut-être le lien d'inscription pour on va tous les mettre parce que voilà. je ne veux pas tous les donner, les gens vont pas les noter, on va les mettre tous comme ça, ce sera. De toute façon, vous allez sur beaucoup fsju.org plus et simple. vous avez accès. Exactement. Vous avez Et accès puis la à radio va reprendre à tout tous les liens. Et puis le tournoi de padel. Alors là, il faut vite s'inscrire parce qu'on a énormément de demandes. C'est la première fois qu'on fait ça. Il y a un véritable engouement autour de cet événement. Et ça aussi, donc place aux sportifs, j'allais dire. Hein. Entre le Comedy Club, le sport, un moment intellectuel, ce déjeuner. Tous les secteurs finalement. En tout cas, on va essayer, n'est-ce pas, Lionel? Ben, oui, il faut que chacun s'y retrouve. Oui, c'est Exactement. important. Alors Lionel Stora, je l'ai dit en début d'interview, vous avez été nommé président de la campagne nationale de la Tzedaka. Est-ce que selon vous, ça va aider aussi à porter notre voix dans le Sud, aux instances parisiennes? C'est aussi une petite fierté locale quand même, que vous soyez le visage de la Tzedaka nationale. Alors écoutez, en tout cas, moi je suis très très fier de représenter l'institution sur le plan national pour cette campagne de solidarité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà dans les instances nationales, bien entendu, au comité directeur national, on est déjà représenté, moi-même je suis élu au national, mais il faut que chacun sache que Paris est très attentif à toutes ces régions et que le Fonds social juif unifié, c'est une institution qui est extrêmement plurielle et qui fonctionne pour tout le monde. C'est pas un fonctionnement jacobin, la preuve en est, c'est pas un Parisien qui est président national de la Tzedaka. En tout cas, il nous écoute, c'est plus. Oui, on est bien sûr qu'on a l'oreille d'Ariel Goldman et l'oreille de tous les professionnels. Mais vous savez, c'est une symbiose, c'est une alchimie, c'est vraiment quelque chose de collectif. Ce sont des professionnels. Faut pas oublier les professionnels. Vous savez, nous on se mobilise tous les jours. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, mais il y a aussi là derrière des professionnels. Et il ne faut pas oublier le travail qu'ils font toute l'année. C'est un travail au long cours. On a des temps forts, bien sûr. On a des temps qui nous identifient particulièrement, mais c'est un travail quotidien. Et croyez-moi, c'est un travail de fourmi. Donc pour la campagne de la Tzedaka, on dit rendez-vous ce dimanche sur l'antenne de Radio JM à partir de 10h avec vous, Elsa Charbit à l'antenne, pour lancer justement. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Chacun peut contribuer à la hauteur de ses possibilités. Chaque don est le bienvenu, chaque don est louable. Merci beaucoup à tous les deux, Lionel Stora et Elsa Charbit, d'avoir été avec nous. On enchaîne avec la chronique littéraire de vous, Elsa Charbit, et sa traditionnelle, son coup de cœur, j'ai envie de dire, comme chaque semaine. Jingle, s'il te plaît, Noah. Le coup de cœur littéraire du jour, signé Elsa Charbit. Alors, cette fois-ci, j'avais envie de vous présenter ce dictionnaire amoureux des Juifs de France de Denis Oliven, qui paraît donc chez Plon, qui porte cette collection depuis de nombreuses années. Donc, il sera à Marseille, comme vous le savez, dans le cadre de la Tzedaka. Il vient présenter son livre le 25 novembre, qui est un mardi, 25 novembre, à Marseille. Inscrivez-vous sur billetweb.fr/Oliven. Alors, Denis Oliven, comment le présenter? C'est, pour nous, en tout cas à mes yeux, c'est un des grands patrons français, puisqu'il a dirigé plusieurs médias, entre autres Europe 1, on s'en souvient, et il est aujourd'hui à la tête du deuxième éditeur de France, qui est Editis, qui possède une dizaine de maisons d'édition. C'est quelqu'un qui, intellectuellement aussi, a une véritable place. Il a été élevé dans une famille où l'amour de la France et de la République était prôné, et ils ont été portés par les parents pour faire de formidables études, ce qu'il explique bien sûr au début de ce livre. Et il le dit, son judaïsme était là, était présent, mais ça faisait juste partie d'une identité. Depuis le 7 octobre, Denis Oliven a compris, ça a réveillé un peu son judaïsme, et il voulait simplement rappeler avec ce livre tout ce que les Juifs ont pu apporter à la France depuis 1789 et même avant, puisqu'il a aussi des entrées sur le Moyen-Âge, jusqu'à l'après-guerre. Il s'arrête à l'après-guerre parce que pour lui, la donne n'est plus la même. Les choses ont changé après la guerre. Il y a eu Pétain, il y a eu le régime de Vichy, il y aura un peu plus tard l'arrivée des Pieds Noirs, il y aura la création de l'État d'Israël, donc la donne n'est pas la même. Et lui, il va donc jusqu'à l'après-guerre pour rappeler tout ce que ces Français ont apporté véritablement au territoire et à la République. C'est
passionnant. Vous lisez la petite entrée, il y en a une introduction qui fait quelques pages, et ensuite chacun va aller piocher selon ses appétences, selon ses envies. Il y a plein de choses sur les Juifs de Provence, donc il nous en parlera certainement, mais il parle aussi du cinéma, de l'influence française, il parle de Gérard Houry, voilà, sur le cinéma français. Il va aller véritablement chercher, il parle de l'affaire Dreyfus, vous vous en doutez, mais il va aller chercher tout ce que ça a apporté. Et quand il parle de l'affaire Dreyfus, il montre à quel point une partie de la France s'est soulevée pour défendre cet homme et mettre la vérité en place. Et véritablement, c'est un côté assez positif. Voyez, qui nous donne envie, qui nous disent mais oui, la France a été parmi les premiers en 1789 à donner des droits aux Juifs, non pas en tant que nation évidemment, mais en tant que Juifs, hein, c'est très clair, en tant qu'humain, en tant que Français. Et tout ça, il revient sur cette histoire qui fait que quand vous finissez ce livre, vous vous dites oui, j'aime ce pays dont je fais partie, j'ai apporté ma contribution en tant que Juif à ce pays et il faut continuer. C'est important de le rappeler, surtout en ces temps difficiles. Merci à vous pour cette chronique, Elsa Charbit. Tout de suite, une petite pause musicale et on retrouve Anne-Marie Pérez dans la foulée. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Vous êtes de retour dans la grande matinale de Radio JM en ce lundi 10 novembre. Merci de votre fidélité et de vos réactions sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis que cette émission vous plaise et nous travaillons tous très dur pour vous informer et vous divertir. On poursuit cette belle matinée avec l'invité politique de la semaine, Elsa Charbit. C'est à vous, après le jingle. Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. Bonjour à tous. Alors, on travaille très dur, mais avec le sourire et avec beaucoup de plaisir. J'ai d'ailleurs le plaisir ce matin d'accueillir pour ce journal politique Romain Cimarano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio JM. Alors, comment vous présenter? Je dirais que vous êtes un homme engagé depuis 10 ans, en tout cas aux côtés du président de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Vous êtes également maintenant porte-parole pour Martine Vassal, pour ces élections municipales qui se profilent. Et vous êtes également président du collectif Une Génération pour Marseille. Ben, vous devez avoir des journées bien remplies, hein, cher Romain. On va évoquer bien évidemment l'union autour de Martine Vassal, la droite et du centre, mais je voudrais d'abord qu'on parle de ce sondage qui a été publié samedi dernier, donc qui vient de sortir, et qui donne Martine Vassal en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales, ce sondage IFOP, avec 29% des intentions de vote pour Martine Vassal, 26% pour Benoît Payan, 23% pour Franck Alizio, 13% pour Delogu, 6% pour Barle qui depuis a rejoint les LFI, donc voilà, et 3% pour M. Collard. Alors, moi, je voudrais que vous nous commentiez cette photo. Lorsque vous l'avez reçue, avec ces chiffres, qu'est-ce que vous en avez déduit, Romain Cimarano? Vous l'avez dit vous-même, Elsa, ça fait 10 ans que je suis engagé, mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps en tant que militant politique et en même temps en tant que militant citoyen. Et donc, l'expérience me fait dire qu'il faut toujours être très prudent avec les sondages. Parce que vous en avez un qui est très bon un jour, et vous êtes très content de la photo, et le lendemain, vous en avez un qui est moins bon, et vous êtes moins content de la photo. En réalité, ça nous permet d'y voir un peu plus clair quand même. Ça permet de tordre le cou à deux idées reçues qui s'étaient installées au fil du temps. La première, c'était l'idée selon laquelle Benoît Payan, maire sortant, qui n'avait pas été élu en 2020, était quelque part la seule alternative possible à un espèce de grand danger Rassemblement national. Ce que dit cette photo, ce sondage que vous évoquez, c'est qu'au contraire, c'est Martine Vassal qui arrivera en tête au premier tour et qui représente la seule force politique capable d'apporter un destin à cette ville, qui représente au fond, avec son expérience, avec la jeune garde qu'elle a su constituer autour d'elle, avec l'ensemble des forces citoyennes politiques qu'elle a réussi à rassembler, eh bien ce courage de rassembler, il peut se transformer en compétence pour réussir. Et donc, oui, c'est une bonne nouvelle ce sondage, parce qu'il permet quand même de dissiper certaines idées reçues. Attention, parce qu'une campagne c'est long, il reste 4 mois et demi. Bien sûr. Moi, je vous le dis, quand je parle à mes amis, à ma famille des élections municipales à Marseille, personne n'est vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit de préparation des municipales. Ça ne nous empêche pas, nous, de nous préparer, de travailler et de proposer un vrai projet pour les Marseillais. D'autant que le maire sortant ne s'est pas encore déclaré. Oui, mais on voit bien dans sa façon d'évoluer depuis quelques mois qu'il sera candidat coûte que coûte. On voit bien que le fait de ne pas avoir été élu en 2020 pour lui crée une énorme pression sur ces élections municipales de 2026. Et pardon de le dire, parce que ça fait un peu polémique, mais je l'assume, il fait beaucoup de fautes quand même, ce maire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se retrouve à courir après la France Insoumise. Je veux rappeler tout en disant qu'il ne veut pas s'allier à la France Insoumise. Oui, mais je vais vous parler de faits. Nos auditeurs doivent l'entendre. Aujourd'hui, dans la majorité de M. Payan,
depuis 5 jours, il y a M. Sébastien Barle qui a officiellement annoncé qu'il serait aux côtés de la France Insoumise lors des élections municipales. Nous, quand on a quelqu'un, comme dans les 11e et 12e arrondissements, avec le courage du maire Sylvain Souvestre, qui dit « je pars au Front National », il est dans la minute viré, il n'a plus de délégation, il est sorti du jeu. Ça fait 5 jours que M. Barle a déclaré qu'il soutiendrait la France Insoumise aux élections municipales. Il est toujours, au moment où on se parle, adjoint de M. Payan. Ça veut dire quelque chose. Même si dans les jours à venir, il corrige, même s'il se réveille comme toujours à la dernière minute et qu'il finit par lui enlever ses délégations. Le fait qu'il prenne autant de temps, le fait qu'il gamberge, le fait qu'il réfléchisse, le fait qu'il y ait une hésitation sur ce sujet, montre qu'il y a une porosité entre les équipes de M. Payan et la France Insoumise. Oui, ou simplement qu'il s'est compté, et Romain Cimarano, que le maire s'est compté, et qui se dit que c'est difficile. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a peu de réserves de voix à gauche, s'il ne va pas grappiller vers LFI. Donc, c'est simplement peut-être qu'il fait des comptes et qu'il se rend compte. Alors justement, vous en avez fait certainement vous aussi des comptes. J'avais envie de demander, on en est où avec M. Collard, qui a fait quand même, 3% des suffrages normalement. Oui, mais c'est ce qui manquerait potentiellement à Martine Vassal pour être en tête du oui, deuxième Laura, tour. c'était ma question. Donc, on fait quoi? Écoutez, M. Collard... Enfin, vous faites quoi, plutôt? M. Collard a déclaré sa candidature il y a 2 mois dans une interview à la Provence. On l'entend plus beaucoup ces derniers jours. C'est ça qui me fait dire qu'il est, je crois, quelqu'un de responsable, qui a une expérience politique. Je rappelle qu'il est élu depuis 10 ans. Il a été élu avec Jean-Claude Gaudin, il a été réélu avec Martine Vassal au département. C'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un de posé, qui a quelque chose à apporter dans ces élections municipales. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est en train de comprendre que cet apport-là, cette plus-value qu'il a, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans l'unité. Regardez le chemin qu'on a parcouru. Donc il va rallier Martine Vassal? Je l'espère de tout cœur. Je l'espère parce que vraiment, Frédéric Collard, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui a quelque chose à nous apporter. Et en même temps, on sait tous depuis des années, depuis 2020, rappelez-vous les traumatismes liés à ces élections municipales de 2020. De la division. Eh bien, il faut rassembler le centre, la droite, les écolos raisonnables, les sociodémocrates, la droite affirmée, régalienne, qui veut de la sécurité pour l'ensemble des habitants de Marseille. Si on rassemble ces forces-là, elles sont cohérentes, elles sont capables de gagner et proposer un projet aux Marseillais. On va poursuivre cette interview politique juste après le flash d'RCJ, d'ici 5 minutes. Merci à tous les deux. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Et c'est la suite de l'interview politique du jour avec Elsa Charvik qui interviewe aujourd'hui Romain Cimarano. Alors Romain Cimarano, on a commenté les résultats des intentions de vote, en tout cas ce que donne le sondage pour le premier tour des élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Mais il y a un second tour et le sondage est allé jusqu'au second tour. C'est plus difficile évidemment parce qu'il faut des réserves de vote. En plus, on se retrouverait là, en tout cas sur le sondage, sur une triangulaire avec Benoît Payan, Martine Vassal et M. Alizio du RN. On fait comment dans ces cas-là ? Comment on arrive quand même à garder le moral en voyant que sur le deuxième tour, le maire sortant pourrait gagner? Mais on garde toujours le moral, parce que dans la vie politique, rien ne se gagne de façon facile, de façon simple, encore moins maintenant. Mais quand vous regardez bien ce sondage, il est vachement intéressant. Vous avez un choix quand même, technique, de la part du sondeur, de dire il restera M. Payan tout seul, à gauche, Madame Vassal à droite et au centre, et M. Alizio à l'extrême droite. Ça veut dire une chose, ça veut dire que, dans ce cas précis, Monsieur Delogu ou le représentant de la France Insoumise se sera soit désisté, soit rallié à Benoît Payan. Et donc, je dis toujours... Il y a une réserve de voix. Mais je dis toujours, faisons très attention aux photos de second tour. Parce que là, si ça se passe comme ça, je dis à vos auditeurs qui connaissent certainement pas le calendrier, ça veut dire qu'entre le lundi et le mardi, la France Insoumise et les socialistes se seront alliés. Ce qui veut dire que on va dire toute la journée que c'est amener LFI à la mairie de Marseille. Oui. Voilà, ce scénario que vous voyez, c'est celui dans lequel vous avez LFI à la mairie de Marseille. Et ça serait profondément de la part de Benoît Payan, qui se fait passer toute la journée pour un grand républicain, un grand défenseur des valeurs morales, ça serait un coup de canif dans le pacte républicain. Un pacte républicain que nous, on respecte, à corps et à cri depuis des décennies. Si lui fait cette faute-là, ne vous inquiétez pas, on sera là pour le dire. Il y a 1 semaine de campagne dans l'entre-deux tours. On est très loin de tout ça, mais il faut quand même se projeter, parce que ça correspond un peu à notre discussion de tout à l'heure. S'il y a une porosité, une ambiguïté avec la France Insoumise, Benoît Payan, de fait, ne sera plus digne d'être maire de Marseille, et on saura faire en sorte qu'il ne le soit plus. Dans ce même, peut-être même publication du sondage, on peut le citer chez nos confrères de la Provence, il y avait aussi un interview de M. Alizio qui a été fait, dans lequel le titre a été certainement choisi à dessein. Le titre, c'est « Mon adversaire, c'est Benoît Payan ». Qu'en déduisez-vous? J'en déduis que, vous savez, dans une espèce de petite stratégie à la François Mitterrand, les deux, là, Payan, Alizio, ils essayent de s'installer un petit match, tous les deux, tranquilles, mais qui ne correspond pas à la réalité des Marseillais.
parce que la réalité des Marseillais, elle revient dans le sondage que vous avez cité tout à l'heure. Mais ils essaient, et vous le voyez l'un et l'autre dans leur prise de position, de s'installer dans ce match. C'est pas très étonnant de la part de monsieur Alizio, qui est un représentant du Front National, qui est de façon classique quelqu'un qui veut choisir son adversaire. C'est plus pervers quand même de la part de Benoît Payan, qui lui n'hésite pas à faire monter le Front National pour s'installer comme le meilleur rempart. Et ça, très honnêtement, personne n'est dupe. On est en 2025, on n'est plus dans les années 80, ça marche plus. Au contraire, c'est dangereux, c'est immoral. Et donc nous, qui sommes la droite, le centre, les écolos raisonnables qui ont une vision pour Marseille en 2050, les sociodémocrates qui veulent parler dans cette campagne d'égalité des chances, nous qui voulons parler de sécurité, d'entreprise, d'emploi, qu'est-ce qu'on fait du port, qu'est-ce qu'on fait de la filière santé, ça c'est Marseille. Ça, c'est ce qu'on va réussir à mettre en perspective dans cette campagne et qu'on va amener au fil du temps. Alors justement, Romain Cimarano, sur le terrain, vous y êtes. Quotidiennement, on vous voit partout avec Martine Vassal, présent, répondant aux questions et aux attentes de chacun. Qu'est-ce qui remonte le plus du terrain? Qu'est-ce que les Marseillais attendent de vous dans cette campagne municipale? Il y a, et il faut l'assumer, et moi je n'hésite pas à le dire au quotidien, une attente fondamentale qui est celle de la sécurité. Et c'est pas la sécurité format Marseille en ordre qu'ils attendent les Marseillais. C'est le droit de vivre en paix dans tous les quartiers, dans toutes les rues. C'est une sécurité au quotidien. C'est une sécurité au quotidien, c'est de la capacité à se dire je vais laisser mes enfants sortir vendredi soir et j'aurai pas peur. C'est la capacité de dire moi j'ai pas de problème de cambriolage. Et en fait, cette demande de sécurité, elle est très profonde parce qu'il y a aussi du social derrière. Bien sûr, mais comment on y répond? Vous dites quoi? Plus de police municipale? Plus de police municipale, bien sûr. Plus de vidéoprotection, alors qu'on sort d'un mandat catastrophique, où on a arrêté de poser et de réparer des caméras pendant 3 ans. Il y a des promesses qui sont faites pour les derniers temps de oui, mais vous savez, mandat. C'est comme le cancre à la fin des devoirs, et qu'il fait à la dernière minute. Mais j'ajoute que, quand on est en retard comme ça, sur le plan sécuritaire, il faut se saisir de tous les outils dont on peut disposer. Aujourd'hui, vous avez une libération technologique autour de l'utilisation des drones, autour des algorithmes d'intelligence artificielle pour repérer dans les rues les hurlements, les attroupements, les difficultés. On l'a utilisé pendant les Jeux Olympiques pour sécuriser les événements. On doit rattraper notre retard. Donc la thèse de Martine Vassal, ce choc d'autorité qu'elle défend au quotidien depuis le début de la campagne. Une prévention, un accompagnement, mais et la répression. Parce que c'est un vrai sujet, la répression. Et là, on est dans des élections municipales. Bien sûr. Et la répression, elle passe aussi par la capacité à détecter. Elle passe par la capacité à retrouver le coupable quand quelque chose se passe. Après, bien sûr, il y a une partie justice qui ne relève absolument pas du maire de Marseille, mais qui est un sujet extrêmement important dont on peut aussi se saisir. Et qu'on peut porter. Regardez sur les petites incivilités du quotidien. Celles qui pourrissent vraiment la vie de tous les Marseillais, quels qu'ils soient, qui ne supportent plus de voir ça se passer sous leurs fenêtres ou même sous leurs yeux quand ils sont dans la rue. Ces petites incivilités, elles peuvent aussi faire l'objet de travaux d'intérêt général obligatoires. Le maire de Marseille, s'il le voulait, serait en mesure d'avoir une initiative pour proposer des travaux d'intérêt général. Et vous savez, c'est la thèse new-yorkaise, c'est la thèse du carreau cassé. Oui. Ne pas laisser un carreau cassé, parce que lorsque vous le laissez, vous laissez entendre à tous les autres que c'est possible de le faire et de ne pas être puni. Absolument. Donc c'est le sujet qui revient. Oui. Le plus, c'est la sécurité. Bien sûr. Pour terminer, quels sont les objectifs que vous vous êtes posés, les choses qu'il ne faut absolument pas rater, j'allais dire, les bons tournants à prendre, les bons virages à prendre, là, pour les quelques mois qui restent jusqu'au premier tour? Ne jamais cesser d'être à l'écoute des Marseillais. Il y a chez Martine Vassal, notre candidate, une méthode tout à fait nouvelle dans nos familles politiques respectives, c'est qu'elle veut, en permanence dans cette campagne, donner la parole aux Marseillais. Elle l'a fait sur un sujet qui est très emblématique du déclin qu'on est en train de vivre avec Benoît Payan, c'est le sujet des Galeries Lafayette. Elle fait 5 propositions d'idées pour remplacer les Galeries Lafayette et ne pas laisser s'installer dans ces 40 000 m2 la première friche commerciale d'Europe et encore laisser décliner, paupériser le centre-ville. Mais ça, Martine Vassal, elle est désireuse de le faire dans tous les domaines de compétences. Parce qu'elle a une thèse que j'aime beaucoup et qui correspond à mes valeurs politiques. C'est qu'on se fait élire sur un bulletin qui dit ce qu'on va faire. On n'est pas en permanence, une fois qu'on est élu, dans la consultation tous les jours pour savoir ce que les Marseillais pensent dans les années qui viennent. On se fait élire sur un programme, on s'y tient et on l'accomplit. Et ensuite, on le fait, évidemment. Et c'est exactement ce que Martine Vassal dirait si elle était à ma place aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Romain Cimarano. Merci à vous. Et bonne continuation pour cette campagne des municipales. Merci à tous les deux. Romain Cimarano, porte-parole de Martine Vassal. Votre interview est à retrouver à 13h dans notre rendez-vous, l'invité politique de la semaine, et en replay sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet radiojm.fr. Une petite pause musicale avant de retrouver Anne-Marie Pérez que je vous avais promis avant Romain Cimarano. C'est lundi, c'est en direct, c'est la grande matinale Radio JM. Et
Et on enchaîne avec notre nouvelle invitée, Anne-Marie Pérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice du CDHA, le Centre de documentation historique de l'Algérie, et vous venez nous parler ce matin de votre séminaire annuel organisé ce week-end à Aix-en-Provence. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CDHA, rappelez-nous l'intérêt d'un tel lieu à Aix-en-Provence, en plein cœur de la ville, je crois. Tout à fait, c'est en plein cœur de la ville et c'est le plus grand fonds d'archives privées sur l'histoire des Français d'Algérie. Donc c'est une association qui a été créée il y a une 50aine d'années et qui a inauguré en 2019 un bâtiment magnifique que je vous conseille de venir visiter pour conserver dans les meilleures conditions toutes ces archives privées qui ont des formes très diverses et aussi, et surtout je dirais, pour les mettre à disposition de tous ceux que ça intéresse et en particulier des chercheurs, des universitaires qui viennent nous rendre visite. Alors chaque année, vous organisez un séminaire qui invite le grand public à se réunir autour d'une thématique. Cette année, elle est claire et précise, c'est la langue parlée lorsque l'Algérie était française, le pataouet. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que quand on veut témoigner d'une histoire, le parler, c'est vraiment l'âme des Français d'Algérie. Moi, je suis descendante d'une famille de Français d'Algérie et j'ai beaucoup de tendresse pour toutes ces expressions que j'entendais à la maison. Et puis surtout, c'est une trace, c'est un témoignage de ce qui s'est passé en Algérie, puisque c'est une histoire de migration de Français, d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais qui ont rencontré les populations locales. Et ces rencontres ont donné lieu à ce mélange de mots qui viennent de l'arabe, du berbère, de l'espagnol, de l'italien, de l'occitan, du provençal, du français. Et ça a donné ce qu'on a appelé le pataouet. Alors on va parler du programme de ce séminaire. Ça commence samedi avec une conférence de l'historien Jean Monterez sur l'interaction linguistique liée aux migrations des peuplements. En quoi justement le langage fait partie de l'héritage d'un pan de l'histoire ou d'une culture propre? Vous l'avez un peu expliqué déjà. C'est l'héritage parce que ce parler, c'est un parler populaire. Et vous savez qu'en Algérie, les Français d'Algérie étaient en très très grande majorité des gens relativement pauvres. Donc il y avait beaucoup de populations qui utilisaient ces mots. Et c'est un héritage, c'est tellement un héritage que quand les Français d'Algérie sont arrivés en métropole, ce parler a diffusé. Donc aujourd'hui, quand on dit la tchatch, ça vient d'un mot espagnol, tchatcharear, qu'on utilisait pour dire parler en Algérie. Après, il y a beaucoup de mots qui viennent aussi de l'arabe, mais moi, quand j'entends maintenant couramment à la télé, à la radio, quand je lis sur Instagram, un petit chouïa de ci, un petit chouïa de ça, l'ashkoumoun, ou des mots qui viennent de l'italien, basta, scusa, voilà. Tous ces mots-là, ils ont aussi diffusé en métropole, avec d'autres migrations, mais aussi avec celle des Pieds Noirs. Alors la matinée de ce samedi va se poursuivre avec l'humour Pieds Noirs, où plusieurs personnalités vont participer, comme Noël Perna, la fameuse Mado la niçoise qu'on connaît bien ici, ou encore le réalisateur Alexandre Arcadi. Évidemment, il y a le pataouet, mais il y a aussi l'accent qui compte dans cette culture. Il y a l'accent et il y a les mains aussi, l'expression. C'est un parler physique, comme le parler de Méditerranée, en fait. On n'est pas méditerranéen pour rien. Et donc, il y aura des lectures aussi de certains textes pour entendre, parce que c'est pas la même chose de lire et c'est pas la même chose d'entendre. Et en particulier, il y aura la lecture d'extraits de cet album de Tintin traduit en pataouet, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème cette année, puisque les éditions Casterman, dans le cadre de leur collection de langues régionales, ont gentiment accepté de cette parution de cet album traduit en pataouet. C'est une initiative du CDHA. Il y aura des lecture. Alors c'est une initiative de Jean Monterez qui a traduit cet album, et c'est pour ça qu'il ouvre la conférence. Mais le CDHA l'a soutenu parce qu'il faut quand même une structure derrière pour financer et pour diffuser. Bien sûr. Alors, prenez le livre, on va le montrer à la caméra puisque notre interview est filmée. Voilà, c'est important. Voilà. Et bien sûr, j'imagine que vous vendrez ce week-end ce livre au CDHA. Absolument. Alors, il est en vente au CDHA depuis le mois de juillet maintenant. Il coûte 13,50 € et vous ne le trouverez pas en librairie. Donc, n'hésitez pas à nous adresser un petit mail à contact@cdha.fr.
Alors on continue avec le programme de ce week-end. À 15h samedi, vous proposerez un spectacle intitulé Et Pataouette et Patatras de Nicolas Bourdon. Pourquoi ce choix? Là, vous avez voulu changer un petit peu avec un spectacle vivant, j'imagine? Alors, dans le cadre de ces rencontres, il y a toujours une dimension artistique tout au long de la journée parce que nous, on est très attachés à la transmission et la transmission, elle peut être très rationnelle au travers de recherches universitaires, de publications, mais elle passe beaucoup aussi par l'émotion et l'émotion, c'est de l'artistique. Et il se trouve que cette pièce, elle raconte en pataouette l'histoire d'une migration, donc c'est un arrière-arrière-grand-père qui part de Grèce, qui fait escale en Sicile, qui se marie à une Sicilienne et qui arrive en Algérie. Et donc Nicolas Bourdon a écrit ce spectacle en hommage à sa famille et il raconte l'histoire de ces 3 générations en la croisant avec des contes, parce que Nicolas Bourdon est un conteur. Donc c'est très poétique, très émouvant, très joli. Et voilà, je remercie vraiment Nicolas de nous faire ce cadeau. Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent venir. Le programme du samedi est complet, mais pour le spectacle, il y a encore quelques places. Et alors, on va parler du dimanche également, puisque vous allez révéler le palmarès du prix du CDHA 2025. Dis-le en pataouette. Combien de participants cette année et est-ce que le choix du vainqueur a été difficile? Alors, on a eu 33 propositions sur un sujet qui n'était pas si simple que ça. J'imagine. On a osé et on a eu 33 propositions. On a sélectionné 17 textes qui vont être, alors là c'est un scoop pour Radio JM, je montre aussi à la caméra, donc ils vont être publiés dans ce recueil, puisque chaque année on publie les nouvelles qui ont été sélectionnées. Et puis donc on a 3 lauréats. Et oui, ça a été difficile, alors tellement difficile que finalement il y a 2 ex-aequo pour le 2e prix, et parce qu'on n'a pas su les partager. Bon, bah écoutez, en tout cas, on se donne rendez-vous ce dimanche pour connaître le nom du vainqueur et évidemment prendre connaissance de tous ces textes en pataouette qui ont été imaginés par le grand public. C'est ça, c'est que c'est ouvert à tous et que ça n'est pas forcément des historiens, des gens qui ont travaillé sur l'Algérie ou autre. Et c'est important, c'est ce week-end, ce samedi, ce dimanche, le séminaire annuel du Centre de documentation historique de l'Algérie. Merci beaucoup Anne-Marie Pérez d'être venue nous parler de ce rendez-vous important. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Tout de suite, une petite pause musicale avant notre flash d'information locale. Et puis après, nous retrouverons Michael Dian pour nous parler du concert au Conservatoire de musique de Marseille. 90.5, Radio JM, la grande matinale. C'est l'heure de notre invité culture de la semaine. Il s'agit de Michael Dian. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes directeur du festival de Chaillol que vous avez à cœur de venir présenter chaque année ici sur Radio JM. Vous venez nous parler ce matin d'un concert exceptionnel qui aura lieu ce samedi 15 novembre à 20h à la Cité de la Musique, 4 rue Bernard Dubois à Marseille. Le concert s'intitule Noces Yiddish, mais avant de rentrer plus en détail sur les artistes présents ce soir-là, j'ai envie évidemment naturellement de vous faire réagir suite à l'appel au boycott par la CGT Spectacle du concert de l'Orchestre Philharmonique à Paris. Finalement, le concert a eu un grand succès, même si on sait qu'il a été fortement perturbé. Comment vous avez pris cette nouvelle, vous qui êtes un grand musicien et un directeur artistique de renom? Écoutez, d'abord, c'est un appel qui n'a pas surpris. On est dans un climat, un contexte de généralisation des appels au boycott, pas simplement culturel, mais universitaire, scientifique. Enfin voilà, tout ça fleurit. Si je puis dire, de manière assez systématique. C'était très symbolique de vouloir silencier l'orchestre d'Israël, l'orchestre philharmonique d'Israël, à la Philharmonie de Paris. C'était l'endroit vraiment un des plus prestigieux en France et en Europe. Et donc il y avait vraiment un enjeu pour ceux qui luttent pour justement obtenir la censure et l'effacement de l'orchestre, de le porter là. J'ai noté la réaction extrêmement claire de la ministre, ça a soulagé quand même beaucoup d'entre nous. Rachida Dati. Absolument, qui a parfaitement qualifié la démarche, les arguments extrêmement faibles et fragiles de ceux qui se prononcent pour le boycott, auquel moi je réponds de manière assez simple. Au fond, si on suit cette logique du boycott, si effectivement on parvient à faire en sorte que ne s'expriment plus ni les artistes, ni les scientifiques, ni les historiens, enfin tous ceux qui produisent de la pensée et donc de la relation, que restera-t-il ?
Que restera-t-il dans le débat ou dans l'affrontement, un face-à-face entre ceux qui sont les plus déterminés dans la lutte armée, en fait. Donc ça n'a aucun sens. C'est-à-dire si on ne laisse pas ces ponts ouverts, si on ne promeut pas une circulation des sensibilités, des savoirs, des perspectives, on se condamne vraiment à un face-à-face qui est mortifère. Donc moi, je ne comprends même pas la logique du boycott et je ne rentre pas dans l'argumentaire de dire c'est une vitrine de l'État d'Israël, parce que ça voudrait dire que c'est jusqu'à l'État d'Israël qui est contesté. Et alors on peut tout à fait avoir une argumentaire critique par rapport à la manière dont le gouvernement actuel mène une politique dans le cadre de la guerre à Gaza, mais contester jusqu'à l'existence de l'État d'Israël, ça me paraît être tout à fait révélateur de ce qui se joue en ce moment derrière ces appels à l'effacement du signifiant juif, parce que pour moi c'est de ça dont il s'agit. Vous avez été choqué, j'imagine, par les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux, qui vous ont été aussi envoyées par des proches qui étaient présents pendant ce concert. J'étais très, très choqué, j'avais des amis en Israël dont les enfants sont dans l'orchestre, il y a de très jeunes musiciens, de très brillants musiciens, j'ai mon fils dans la salle, on était un peu inquiets, on n'est pas très loin de la commémoration des attentats du 13 novembre, on fait rentrer des fumigènes dans une des salles les mieux gardées du territoire français, je me dis, je me mets à la place des musiciens, quel courage, quelle capacité à rester dans la musique concentrée, le concert était exceptionnel, mais effectivement, on s'inquiète de choses qui pourraient être beaucoup plus graves. Donc oui, il y a un climat qui est irrespirable en réalité. Alors c'est un phénomène qui touche d'autres artistes, on parle aussi du chanteur Amir, qui évidemment est victime de l'appel au boycott, notamment de la France Insoumise, qui demande l'annulation de l'ensemble de ses concerts. On sait qu'Amir se produit à la fin du mois à Marseille. Là aussi, on peut s'attendre au pire. Son agent, d'ailleurs, s'est exprimé en disant « il va y avoir un drame ». Oui, alors il faut espérer que les mesures soient suffisamment significatives et découragent. Mais en fait, on est dans un climat où le passage à l'acte peut arriver. Donc, puis, ce qui est troublant, c'est et ça a été dit à l'Agora qui était organisée à la région par le président Muselier, c'est au-delà de ces grands noms qui sont cités, pour lesquels il y a un appel au boycott systématique, et c'est ce dont on parle le plus parce qu'ils sont des gens très exposés médiatiquement. On fait face à des intimidations et des difficultés qui sont parfois très en dessous du radar parce que qui touchent le quotidien de structures, y compris comme la nôtre. Moi, j'ai été confronté, on va parler de Noce Yiddish, qui est quand même indiscutablement un projet ancré dans les musiques d'Europe centrale, orientale du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc il n'y a aucun lien, on peut pas faire de lien avec la situation présente. Eh bien, j'ai été confronté à des partenaires qui me disent non, tu comprends, ce concert, moi je peux pas l'accueillir avec ce qu'Israël fait aux Palestiniens. Alors moi, les bras me tombent. C'est-à-dire, on ne sait même plus comment argumenter, ou même un musicien très jeune mais visiblement très mal informé et très, vulnérable, on va dire, qui décide de se retirer de la programmation du cast, enfin de la formation, après 15 dates en France et à l'étranger, parce que il n'assume plus, dit-il, d'être dans ce groupe de musiciens qui jouent des musiques juives. D'être associé finalement à une culture juive. Voilà, exactement. Donc c'est au-delà d'un soutien à la cause palestinienne qui peut s'entendre. Enfin, je veux dire, on peut être pro-palestinien sans verser dans la détestation d'Israël en tant que symbole d'une souveraineté juive. Enfin, et c'est pour ça que pour moi on est passé dans autre chose, donc tout à fait autre chose. Alors ce spectacle Noce Yiddish se joue ce samedi à la Cité de la Musique à Marseille à 20h. C'est un spectacle soutenu par les fondations Cinnamon, abrité à la Fondation de France, et Cinnamon sous l'égide de la Fondation du judaïsme français et de la Cité de la Musique de Marseille. D'abord, j'aimerais que vous me définissiez la musique yiddish pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors, il y a des musiques yiddish, parce que c'est un vaste territoire dans lequel il y a eu des variations. Donc, c'est toute cette zone de peuplement qui était sous l'Empire russe, l'Empire tsariste, où étaient concentrées dans des grandes villes d'Europe orientale des populations juives. C'est des zones de peuplement où elles étaient en résidence assignée d'une certaine manière. Bon. Se sont développés dans ces territoires-là et dans ces communautés-là un art de la musique qui est très lié à la vie quotidienne. C'est les musiciens qui jouent pour les mariages, qui jouent pour les moments de fête, des moments de tristesse aussi. Donc c'est une musique qui s'est, on va dire, dans laquelle il y a eu l'incorporation de toutes les références locales aussi. Donc c'est une musique d'hybridation, c'est une musique extrêmement... il y a un fond, si vous voulez, on retrouve cet élan de joie et d'espoir qui est toujours teinté de mélancolie, une espèce de sentiment un peu doux amer qui est toujours assez caractéristique
caractéristiques de ces musiques-là, avec des instrumentations, on retrouve évidemment le rôle central de la clarinette, du violon, de l'accordéon, du cymbalum. Voilà, c'est très coloré. C'est souvent dans ce spectacle qu'a monté Marine, qui est vraiment une très très belle chose. Il y a aussi la présence de la poésie. On raconte une noce juive dans cette époque-là, à cette époque-là, avec les différentes étapes. C'est très vivant et on passe vraiment du rire aux larmes. Enfin, il y a beaucoup d'émotions et c'est fait avec une joie, un désir de communiquer la beauté de ces musiques-là voilà, on a fait ça, on a créé à Chaillol il y a 2 ans, ça a tourné dans pas mal de scènes en France et aussi en Allemagne. Et moi, je me souviens d'une salle à Chaillol de 300 personnes qui n'étaient pas du tout de la communauté juive. Pour le coup, c'est vraiment un spectacle où on est vraiment dans l'universel de la célébration du mariage. Au moment où le marié brise sur scène le verre sous la choupa et dit l'Echaim, et toute la salle se levant en disant l'Echaim, moi j'ai trouvé ça m'a rassuré de voir que c'était très très chouette. C'est vrai que le symbole est intéressant. On va écouter un petit extrait de Noce Yiddish. C'est toujours mieux d'écouter que d'expliquer. À tout de suite. Ein Rumjan ist dort geht, pink und eiges weiß man nicht. Wein trinkt man überall, man verbeut's mit Kaschkawal. Ja, dirididim, diridididam, diridam, diridididididididam. Ay, dirididim, dirididididam, dirididididam, dirididididam. Oh, oh. Alors voilà un petit extrait de ces noces yiddish qui se produiront ce samedi à la Cité de la Musique à Marseille. On va parler de ces virtuoses de la musique qui vont se produire ce soir-là. Marine Goldwasser à la clarinette, à la flûte et au chant. Bastien Charlery de la Masselière à l'accordéon et au chant. Mihai Trestian, Michael Joussin, Elie Hakel et Juliette Weiss, c'est bien ça. Oui. Alors Marine notamment a invité des artistes du monde entier, de Londres, des États-Unis. Évidemment, dans ces noces yiddish, vous dites qu'elles célèbrent la vie. Absolument. C'est important de rappeler que c'est un spectacle joyeux qui célèbre aussi des noces yiddish. Oui, parce que les noces, c'est un moment... alors, il y a tout ce passage où le marié va demander au père et donc va acheter symboliquement. Oui. Vraiment, on va traverser toutes ces étapes très, très belles qui s'accompagnent à chaque fois de musique. C'est très ritualisé, en fait. On se rend compte qu'à cette époque-là, il y avait vraiment des airs pour la demande au père, puis des airs pour... le bris pour casser le verre en souvenir du temple détruit, etc., etc. Et c'est des musiques qui accompagnent, qui rythment. Alors souvent c'est très allègre parce qu'on va danser avec ça ensuite. Donc il y a des moments de grande poésie, de grande douceur, mais il y a aussi cette dimension de célébration de la vie, parce que le mariage, c'est quand même une promesse de devenir, et c'est très beau, c'est très émouvant. Alors vous me l'expliquiez hors antenne, évidemment, l'alliance de toutes ces cultures qui mènent à cette musique yiddish est influencée par plein de phénomènes qui sont venus de partout dans le monde, notamment aux États-Unis. C'est bien ça, il y a un phénomène de retour du blues notamment. Alors en fait, ce qui est passionnant dans le travail de Marine Goldwasser, qui est une très très grande musicienne qui a dédié sa vie à ces musiques-là. Donc c'est pas, il y a beaucoup de musiciens qui jouent un peu de klezmer parce que c'est sympa, ou comme d'autres jouent un peu de tango, occasionnellement. Etc. Non, là c'est vraiment une musicienne qui a dédié sa vie. Son père est un des grands poètes et traducteurs et metteurs en scène en yiddish, donc il a vraiment cette culture. C'est quelqu'un que j'ai rencontré beaucoup et qui est absolument passionnant. Il faudrait que vous invitiez un jour, avec plaisir. Il est extraordinaire. Bref, c'est quelqu'un qui a vraiment un travail très documenté. Nous, on l'a accueilli en résidence la première fois. Elle a simplement demandé d'avoir une semaine de temps, toute seule, pour lire, étudier, passer des coups de fil, pour préparer les ressources dont elle allait se servir pour imaginer ce répertoire. Donc c'est vraiment cette dimension, c'est un travail très documenté, mais extrêmement sensible ensuite.
Et elle nous expliquait justement qu'elle, qui a beaucoup travaillé sur le folklore roumain, donc sur les musiques yiddish de Roumanie, c'est là où elle est allée chercher ses musiciens, notamment Michal, qui joue du cymbalum et qui marque vraiment très spécifiquement cette musique-là, entre autres. Elle est allée ensuite, elle travaille beaucoup aux États-Unis avec des musiciens qui sont la fine fleur des musiques klezmer aux États-Unis, et elle nous expliquait comment cette musique, qui était vraiment d'Europe orientale, a trouvé aussi une forme de vitalité, de régénération par l'implémentation aux États-Unis. Le fait que ces musiques-là ont été accueillies aux États-Unis, du fait des immigrations très nombreuses avant la Shoah, ces musiques klezmer se sont aussi hybridées avec Broadway, avec le musical, c'est pour ça qu'on entend du trombone, qu'elle a choisi cette instrumentation très précise pour dire il y a une trace des musiques américaines dans la musique yiddish, qui continue d'être une musique parfaitement hybridée, où les choses s'incorporent, se mélangent et deviennent créatives. Et donc c'est le retour en Europe, d'une certaine manière, elle qui a beaucoup joué aux États-Unis, de cette racine traditionnelle roumaine du Yiddishland, incorporant la résonance, on va dire, Broadway et musical, et ça c'est extraordinaire, parce que du coup c'est vraiment un très beau spectacle. Au départ, elle voulait faire un cabaret, un vrai cabaret, en faisant à manger pour tout le monde. Moi, j'ai dit, écoute, Marine, c'est super, mais on va faire simple. C'est impossible pour nous de faire à manger pour une salle. Enfin, voilà. Donc, mais il reste cet esprit on va faire la fête avant tout. Oui, et c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est qu'après spectacle, vous aurez le sourire, vous aurez l'envie de vivre, et on en a besoin en ce moment, Michael Dian, au vu de l'actualité, au vu du pouvoir d'achat, au vu de tout ce qui se passe. On a toujours besoin de joie et de simcha. Voilà, exactement. C'est important, et on rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices qu'il n'y a qu'une seule date, c'est ce samedi à 20h, à la Cité de la Musique, donc 4 rue Bernard Dubois à Marseille, pour réserver les places. C'est directement sur le site de la Cité de la Musique, qui est très bien fait. Il reste quelques places, et on a bien vendu. Là, il doit rester une 40aine de places, j'ai vérifié ce matin. Les places sont à 9 et 13 euros, donc c'est vraiment pas cher. Très accessible. Et vous allez passer une très belle soirée. Ce qui est chouette avec la Cité, c'est que vous pouvez venir 1 heure avant. Il y a un bar qui est ouvert à l'intérieur de la Cité, on peut boire un verre. On rentre dans la salle, on passe une très belle soirée. L'auditorium est très confortable. On voit de partout très bien. Il y a une très belle acoustique. C'est l'occasion de s'offrir aussi une belle parenthèse ce week-end, c'est toujours important. Merci à vous, Michael. Merci Dian, Laura, merci beaucoup. Venu nous présenter ce spectacle, et vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, pour nous présenter vos futurs spectacles, le Festival de Chailleul, évidemment, l'été prochain sur notre antenne. À très bientôt. Merci Laura. Une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure avec la chronique culinaire de Sacha. Vous êtes sur Radio JM 90.5, c'est la grande matinale. Il nous reste quelques minutes pour une recette de notre célèbre cordon bleu. Sacha Rang, jingle. Juste avant midi, retrouvez les minutes culinaires de Sacha. C'est parti, Sacha. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour à nos auditrices, bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons faire préparer une recette qui, à mon avis, est très d'actualité dans les maisons tunisiennes, et les autres. Parce que je pense que en Afrique du Nord, on aimait bien préparer ce genre de ragoût au poulet, aux artichauts et aux fèves. Ça donne envie, surtout avec cette période un peu hivernale qui arrive. Le soir, il fait froid, on a envie de quelque chose de chaud. Tout à fait. Alors, pour 6 personnes, il vous faudra 1,5 kg de poulet. Vous prenez des cuisses, des pilons ou des blancs, tout simplement. En ce moment, nous trouvons beaucoup de médaillons. Des cœurs d'artichaut, frais ou surgelés. Ça, c'est à votre convenance. 200 g de fèves fraîches ou surgelées. Un oignon émincé. 3 gousses d'ail pilées. 2 tomates râpées ou concassées. 2 cuillères à soupe de concentré de tomates. Et 1 cuillère à café de paprika doux. Le paprika, on aime parce que c'est tout de suite ça qui fait la différence, les épices. Tout à fait. Mais il n'y a pas que celle-là en plus. Il y a la coriandre moulue, 1 cuillère à café, 1 demi-cuillère à café de carvi, 1 demi-cuillère à café de curcuma, 1 feuille de laurier, un jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de la coriandre. Évidemment. C'est tout un poème. Oui. Alors la préparation, c'est très simple. Dans une cocotte, on fait chauffer l'huile, on dore le poulet, on ajoute l'oignon et l'ail, puis les épices et puis on mélange. On ajoute les tomates et le concentré, on sale, on poivre, on mouille avec
1,5 litre d'eau, on ajoute la feuille de laurier et on laisse mijoter 40 minutes. 40 minutes minimum, j'ai envie de dire, parce que plus on laisse mijoter, mieux c'est, non, Sacha? Alors, il faut faire attention avec le poulet, parce que des fois, si on le laisse trop, il devient sec. Ah, même en sauce comme ça. Oui. Ah oui. Intéressant. Et puis, alors, moi, c'est ce que je cuisine le plus. Pas tout à fait comme ça, il y a beaucoup de similitudes. J'en ai encore fait un la semaine dernière. C'est ma viande, c'est la seule viande que je mange en fait. On ajoute les cœurs d'artichaut et les fèves, on laisse cuire encore 20 minutes et on arrose d'un filet de jus de citron et on parsème de coriandre fraîche avant de servir. Alors moi ça je le fais, mais je mets des pommes de terre aussi. Complètement d'accord avec vous, Sacha, c'est une très voilà. bonne idée. Que ce soit de ça rend un peu plus consistant le plat. De la patate douce, de la pomme de terre et même d'autres légumes. Hein. Je charge beaucoup en légumes. C'est une très bonne façon de faire manger des légumes aux enfants. Donc c'est à peu près 1h30 de préparation, à peu près 1 heure de cuisson, 30 minutes le temps 60 minutes de cuisson et voilà, et on a un super repas simple, riche, goûteux. Merci beaucoup Sacha pour cette recette qui nous donne envie de nous mettre à table puisqu'il est déjà 11h57. C'est la fin de cette grande matinale de Radio JM que j'ai eu le plaisir de présenter aux côtés de Noah à la régie, Elsa, Sacha, Rachel pour les réseaux sociaux et nos nombreux invités. Je vous retrouve demain matin à 8h30. Oui, même si c'est le 11 novembre, il y aura bien un flash d'information locale. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter notre interview politique du jour, Romain Simarano, aujourd'hui à 13h sur le 90.5 et en replay sur le site radiojm.fr. Tout de suite, c'est le flash d'info de RCJ. À demain. C'était la grande matinale Radio JM, tous les lundis de 10h à midi, en direct sur le 90.5 ou en replay sur radiojm.fr.